Merci, voilà, c'est mon équipe avec qui je travaille. J'ai d'ailleurs eu un souci récemment dans les hôpitaux parce que quelqu'un s'était mis dans l'esprit d'empêcher les gamines chez moi de porter un voile sur la tête en faisant une surinterprétation de la loi. On a dû leur expliquer pour l'université. L'université ne sont pas les hôpitaux et dans l'université, le voile n'est pas interdit. Il est interdit dans les écoles, mais chez les adultes qui le choisissent librement, il n'est pas encore interdit. Mais je ne doute pas que d'autres pressions se fassent rapidement parce que c'est quand même ce qu'on adore, c'est interdire. Moi, je voudrais partir, vous voyez, je voudrais commencer par la cigarette électronique parce que ça me paraît être un élément absolument magique qui permet vraiment de voir la société. Moi, je me suis rendu compte de la cigarette électronique parce que j'avais deux fumeurs invétérés qui restaient chez moi et qui se sont mis à la cigarette électronique et d'un coup, j'ai vu ça sous mes yeux. Et donc, je me suis dit, ce truc est tout à fait extraordinaire. Donc, je vous expliquerai pourquoi après, mais j'envoie régulièrement des tribunes sur le point pour essayer de faire un shunt entre ce qu'on perçoit comme scientifique et le public. Et je me suis dit, ce truc ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir parce que c'est un truc de l'innovation pure. Ça a échappé à tous les circuits. C'est un nid d'emploi hallucinant. Vous sortez dans toutes les villes, il s'est ouvert 3 à 4 magasins de cigarettes électroniques. C'est un nid de micro-emplois comme on les cherche. C'est tout à fait extraordinaire, mais tout le monde va être contre. Et tout le monde va être contre parce que, les puritains vont être furieux que les gens aient l'air de fumer. Et donc, immédiatement, Air France a dit, vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes électroniques dans l'avion. Ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle on l'interdisait, c'est soit le feu, soit la fumée, le tabagisme passif, avec ce qu'il signifie dans ce niveau-là, qui est probablement strictement aucun niveau. On a une plus grande difficulté à montrer que le tabagisme passif, quand on vit 30 ans avec un gros fumeur, augmente les risques. Alors vous imaginez quand vous passez dans un avion ou sur une terrasse de café. Mais c'est un contrôle de la gestuelle, contrôle de l'humain. Ensuite, la TVA, on va perdre, la taxe sur les cigarettes. L'État va perdre du pognon. Les buralistes vont être contre. Les marchands de tabac vont être contre. Et ce qui a tout de suite marché le mieux, c'est les puritains, c'est-à-dire, il ne faut pas, le geste est interdit, et donc vous n'avez pas le droit d'avoir le geste. Et donc, est en train de se mettre, c'est une machinerie extraordinaire, qui n'est pas nous, ça se passe aux États-Unis, pareil, interdiction dans les lieux publics, ça se passe en Europe, on va réguler ça, on va mettre un prix à ça, c'est-à-dire on va tuer toutes les stratégies différentes de celles de la big industrie, et donc c'est le tabac, les marchands de tabac qui vont reprendre ça, parce que le coût pour faire valider les cigarettes électroniques va coûter des millions d'euros, et donc les mêmes vendront, parce que ce seront les seuls qui sont capables d'investir à ce point-là. Donc c'est une expérience extraordinairement intéressante de voir comment cette alternative, moi comme médecin je trouve extraordinaire, si on peut arriver à faire que les gens arrêtent de fumer, ça vient d'être démontré, un très beau papier dans le Lancet, ça marche très bien, c'est une manière très très fonctionnelle, parce qu'on sait que ça, quand on fait de la science, il faut décomposer les problèmes. Et si on décompose juste le tabac en gardant la gestuelle, la fumée apparente et la nicotine, on trie mieux les problèmes. Et c'est assez intéressant de voir. Et bien entendu, il y a une chance raisonnable, en plus, que se mêle avec ça, comme support, le principe de précaution, à côté du principe le plus meurtrier. C'est-à-dire que les deux plus grandes épidémies du XXe siècle, on sait, c'est le tabac et le sucre alimentaire. C'est ce qui a tué le plus. Là, on est face à la plus grande épidémie meurtrière. On dit, mais attendez, peut-être que les produits qu'on a mis dedans pourraient être cancérigènes et donner des choses. Et donc, au nom du principe de précaution, on va essayer de freiner le truc qui se bat contre le plus grand tueur. C'est une chose extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas tellement que les hommes politiques français puissent changer une chose comme ça. C'est structurel de notre civilisation. Alors, la réponse qu'on m'a posée, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre non plus, m'a dit, est-ce que l'innovation peut respecter la règle ? Alors, je vais vous dire pourquoi non. Je ne sais pas dans quel sens de la vie. Premièrement, une chose sur laquelle je veux vous alerter pour pas que vous croyiez que je suis un peu plus jeune que du Bernard, donc je suis moins fasciné et j'ai plus de distance vis-à-vis du modèle américain parce que je continue à le voir et qu'il a changé brutalement et que c'est assez étonnant. Je pense que la plupart des gens n'ont pas perçu jusqu'à quel point il était déclinant. Il y a un déclin américain scientifique qui est spectaculaire. Moi, j'ai commencé à m'en rendre compte parce qu'on m'a demandé, je suis rédacteur en chef du journal de maladies infectieuses en Europe, et on m'a demandé, tiens, il y a une jeune femme qui s'intéresse beaucoup aux injustices, une espèce de tension par les injustices, elle m'a dit, tu devrais faire un truc sur les injustices dans la publication de pays émergents, pour voir est-ce qu'ils ne sont pas maltraités par rapport aux autres, parce que, etc. Donc, j'ai fait un point dessus, ce qui était vrai d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai fait une réanalyse de ça, que je vous montrais, j'en ai fait une plus récente aussi, c'est,
Voilà, qu'est-ce que c'est que la science maintenant? Ça, c'est la production scientifique, le nombre de publications par tête dans le monde à un instant T, c'était il y a 2 ans. D'accord? C'est ce que vous voyez en rouge, c'est ceux qui ont un truc, et vous voyez, en réalité, c'est pas étonnant, c'est pour ça que c'est des phénomènes qui sont assez prévisibles, c'est globalement superposé au PIB. En pratique, il n'y a pas de mystère, et donc je ne veux pas décevoir du Bernard en disant on a fait une politique très importante, ça a changé. Globalement, à la masse, ça ne change rien du tout, c'est une dérivée du PIB, d'accord, à un instant T. Chacun faisant son mode, ça marche plus ou moins bien, mais c'est une dérivée du PIB. Et d'ailleurs, on voit bien l'excitation autour du classement de Shanghai, mais enfin, la France paye 4,5% de la recherche mondiale, elle produit 4% des papiers mondiaux, et elle a 4% de ses universités classées dans les 100 premières. Voilà, c'est cohérent, on pèse 4% de la recherche mondiale, voilà, dans tous les domaines, aussi bien pour l'argent, donc on pourrait l'utiliser mieux sur la marge, mais globalement, cette masse-là traduit le fait qu'on fait ni pire ni mieux que les autres. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Alors ça, c'est intéressant, c'est regarder, surtout à la crise, ça c'est l'augmentation du PIB dans le monde, ces dernières années. D'accord? Et si vous regardez l'augmentation de la science dans le monde, eh bien c'est la même. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'augmentation du PIB, le dynamisme économique se reflète dans le dynamisme scientifique. Et donc, c'est des choses, je vais revenir dessus parce que on ne vous le dit pas, d'ailleurs pour ça que j'écris moi-même dans la presse, parce que sinon vous ne le sauriez pas. Il est en train de se passer un renversement scientifique absolument considérable, et regardez, y compris en Afrique, la production scientifique africaine, je reviendrai là-dessus, est quelque chose qui est en train d'émerger de manière considérable, de la même manière qu'en Amérique du Sud, de la même manière qu'en Orient, dans tout l'Orient. Vous allez voir, j'ai des données qui vont vous surprendre sur le plan de l'Orient. Voilà les classifications scientifiques de la production scientifique du monde au cours de ces dernières années. L'Amérique était, comme nous, au début du 19e siècle, avant, en réalité, c'est pas sous Vichy qu'a été détruite l'université. L'université a été détruite par la Révolution française en 92. En 92, les universités françaises ont été détruites, a été reconstruit par Napoléon les grandes écoles, plus les universités, cette fois-là, dirigées par un préfet, pour avoir des facultés, mais la recherche a été détruite à ce moment-là, elle n'a été recréée que très très tardivement. Et ce qui s'est passé, dans le courant du 19e siècle, on le sait bien pour la recherche médicale. Pour le reste, je ne le sais pas, mais pour la recherche médicale, au début du 19e siècle, c'est-à-dire avant, on le sait bien, la Révolution a tué les 3 plus grands savants de l'époque. Donc c'est comme ça. La recherche ne faisait pas partie des options du monde tel qu'il était. Lavoisier était le plus grand scientifique mondial à l'époque. Hein. La France produisait 40% de la connaissance. C'était la première nation scientifique au monde, de très très loin. Et dans le courant du 19e siècle, elle va être dépassée par l'Allemagne d'abord, ensuite par l'Angleterre, ensuite par les États-Unis. Les États-Unis passent déjà au 19e siècle devant la France. D'accord ? Donc, mais les États-Unis vont prendre une position absolument dominante à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez ici que dans le temps 89-93, les États-Unis représentent 38% de la connaissance. C'est quand nous, on était jeunes, on allait là-bas, c'était la Mecque de la science, les campus étaient ouverts, les bibliothèques étaient ouvertes, des choses qu'on ne voyait pas, c'était une vitalité extraordinaire. Mais déjà à l'époque, moi j'étais à Bethesda, aussi, enfin, à côté de Washington, au NIH, il y avait 50% des chercheurs n'étaient pas nés aux États-Unis. C'est-à-dire que la source des chercheurs n'étaient pas les Américains déjà. Et je reviendrai sur ce point-là. Mais vous voyez qu'entre 89-93 et 99-98, les parts de marché de la science américaine, qui pourtant tenaient tous les médias les plus importants, les relais les plus importants, donc qui te donnaient la culture, ce qui est un point de dominance extraordinaire, est passé de 38 à 31%. Et pourtant, on devait passer, c'est un truc qu'on a tous fait, jeunes, pour pouvoir publier quand on est jeune, on s'associait tous à l'américain. C'est-à-dire c'est biaisé par il y a un abus de position dominante qui faisait qu'il y avait des auteurs américains qui servaient à nous aider à publier quand on était jeune et qu'on ne savait pas le faire. Et puis le reste, vous voyez que la France était 6e, elle est restée 6e, d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de changements, elle est restée à la même place. Et puis on voit, pendant cette période, ce que nous avons vu en Europe, l'évolution, l'augmentation de l'Italie, de l'Espagne qui apparaissent sur le marché, la régression de la Russie qui diminue. Et puis on commence à voir apparaître la Chine déjà ici, en 5e position, qui est passée devant la France. Et puis l'Inde qui émerge, et la Corée du Sud qui est passée de 0,4 à 2,4. Donc c'est une évolution déjà qui s'est fait, qui est spectaculaire. Mais à cette époque-là, pendant cette période 99-2008, le nombre moyen de publications par an, pendant ces 10 ans,
était de 1 million de publications par an. Il y avait 1 million de papiers scientifiques. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant, en 2012 ? En 2012, il y a eu 2 millions de papiers publiés. 2 millions de papiers scientifiques. Donc il y a une expansion du monde scientifique considérable. Et vous regardez quelle est la place des États-Unis, ils étaient à 38% au départ, ils sont à 22%. La diminution de part des marchés américaines est plus importante que celle qu'on a vue dans la France pendant tout le 19e siècle. Donc c'est une régression considérable. Regardez la Chine qui est devenue deuxième. La Chine produit, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un pays produit la moitié de la science des États-Unis. La Chine a produit en 2012 la moitié des publications des États-Unis. Le Japon s'est écroulé. Le Japon était aux 2e place depuis des années. Le Japon a une régression économique et une régression scientifique qui est colossale. Et vous voyez qu'il est passé maintenant à la 5e place. La France est toujours à la 6e place, mais si le Japon continue à se casser la figure, on va peut-être arriver à le dépasser. Mais surtout, regardez ça, parce que ça, en regardant ces données, ça fait 15 jours que j'ai fait ça. Les choses qui m'ont le plus surprise, je les avais vues au niveau de mon journal, au niveau des maladies infectieuses et microbiologie, mais je n'avais pas vu, j'avais fait ça en 2010 et 2011, et les choses ont, je vois le nombre d'articles que je reçois, mais regardez, dans les 20 premiers, vous avez maintenant la Turquie et l'Iran. L'Iran produit autant de sciences que la Russie. D'accord ? Le monde change. Extraordinaire. L'Iran fait une impulsion majeure sur toutes les sciences. Aussi bien la médecine, vous entendez parler que des réacteurs nucléaires et de la bombe atomique. Non, 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 sur toutes les sciences. Sur toute la médecine, la biologie, sur toutes les sciences. Le monde change de manière brutale. Ils ont fait sortir, là, attendez, la Turquie et l'Iran sont passés devant la Suède, qui était notre modèle à tous de science, quand même. Hein. Donc les choses vont très très vite. Les choses sont en train de changer à une vitesse extraordinaire, et c'est probablement la réponse à Baxter. Cette puissance, cette volonté de faire de la science et de la recherche est quelque chose qui s'associe avec un dynamisme et une adaptation administrative et politique qui n'a plus lieu chez nous. Et je vais vous montrer jusqu'à quel point c'est inquiétant, et pour ça je ne crois pas beaucoup que c'est les politiques qui vont nous résoudre le problème. Le pouvoir du tertiaire, dans lequel on est rentré à plein, est en train de nous assassiner. Ça nous tue comme ça a tué les États-Unis. C'est-à-dire que, je m'excuse, vous êtes surtout du tertiaire, c'est vrai au niveau du recrutement, et c'est vrai par le fait que, à chaque fois que vous mettez, je m'excuse, un juriste dans une institution, il commence à vous faire des conseils prudentiels, ce qu'il appelle comme ça, c'est-à-dire en pratique ne rien faire. Ça, vous risquez rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Moi, depuis que j'ai fait une fondation, la première fondation s'appelle Infectio Pôle Sud, elle a été tournée délibérément vers le Sud, c'est notre situation, en particulier pour les étudiants. Et voilà, on fait un appel d'offres international, mais ça, les journaux internationaux, voilà les gens qui demandent à venir chez nous, donc il y a, je ne sais pas combien, 600 ou 700 par an, et ceux qu'on retient. Ce qui se passe, et ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement récent, c'est que les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi ? Parce que tout le pays, en France, comme aux États-Unis, comme en Europe, draine ce qu'ils considèrent, moi je suis un atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être, draine dans les préparations et les grandes écoles les étudiants qui leur paraissent les plus brillants pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, c'est pas la recherche. L'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises. C'est pas de faire de la science. Je vais vous dire, quand vous avez... Moi, une des filles les plus brillantes que j'ai vues rencontrer de ma carrière, je l'ai fait recruter comme chargée de recherche. Comme chargée de recherche, elle commence à un salaire qui est inférieur à celui de ma femme de ménage qui a 60 ans. C'est ça la France. Et c'est ça l'Europe. La France est un peu pire, dans ce domaine-là, la France est un peu pire que les autres. En particulier parce que le système de primes en France de compensation a très très mal marché du fait de cette volonté égalitaire de ne pas différencier les scientifiques entre eux. Donc c'est ça. C'est vrai aux États-Unis depuis très longtemps. Un des grands problèmes du déclin américain, il y a deux éléments majeurs du déclin américain qui fait qu'on risque, nous, d'avoir les mêmes problèmes. C'est un, la sécurité. Le coût de la sécurité dans les laboratoires a explosé. C'est-à-dire que maintenant, il y a un flic devant chaque laboratoire, les procédures sont devenues tellement coûteuses que le coût de la recherche a augmenté de 25%. Et même quand le politique augmente le financement de la recherche, en réalité, en même temps, il crée des réglementations qui augmentent le coût de la recherche beaucoup plus que l'argent qu'il rajoute.
Ça, c'est un vrai point. Et le deuxième point, ça a été que le contrôle de Bush, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Il va revenir, Valls va, dans 3 mois, nous proposer d'empêcher les étudiants étrangers de venir une fois encore. C'est-à-dire que régulièrement, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là… » En France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève l'étranger, il n'y a plus de sciences françaises. Donc si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont 2 ans pour avoir un visa, la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc ne faites pas d'illusions, la France ne fonctionne, la science française fonctionne avec des émigrés. C'est ça, le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Et pourquoi ils sont meilleurs? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques, qui là jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport haut niveau ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc l'avenir et la gloire, pour eux, c'est encore la recherche. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. C'est notre mode de sélection, c'est le mode d'évolution de notre société. Les banquiers gagnent plus, sont plus glorieux, sont plus trucs que les scientifiques qui sont des rats de trucs et qui gagnent comme les femmes de ménage. Voilà, c'est comme ça. Alors, le ratio administration-production est déterminant. Ça, c'est une de mes grandes théories. Je ne suis pas le seul à dire ça. Mais je pense que le déclin des sociétés est lié au ratio entre administrateurs et producteurs. Je pense que il y a un ratio là. Plus ce ratio est élevé, plus le mouvement est bloqué par l'excès d'administration. Et en plus de ça, c'est un problème parce que le fait que les administrations se sécrètent elles-mêmes font qu'elles ont en général un retard technologique qui est très frappant. Moi, je vous assure, c'est impossible. Sûrement, ça va paraître dérisoire, mais une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas avoir de comité qui soit raisonnable au niveau national, c'est que pour faire un comité national, en France, il faut être parisien ou médiocre. Ou les deux. Pourquoi? Parce que, moi, je vais vous dire, ça fait 20 ans que je ne vais plus dans aucun comité. Je m'excuse, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne vais pas passer une journée à Paris pour discuter avec 3 plantins pendant 1 heure. C'est complètement idiot. Ça me fait perdre une journée. Les types ont dit, j'ai pas que ça à foutre, je travaille. Donc si vous voulez avoir des gens bons, il faut un peu se moderniser, il faut prendre la visioconférence, faire du Skype, et vous demandez aux gens qui perdent 1 heure, ils perdent 1 heure, ils perdent pas une journée. D'accord? Moi, je peux vous dire, je fais des visioconférences avec l'Arabie Saoudite, le Sénégal, je n'ai pas réussi à en faire une avec le ministère. Hein. Mais ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas. C'est un truc compliqué, mec. Attends, c'est moderne, c'est un truc. Il y a encore 10 ans, vous alliez, je sais pas, tu vois, au Sénat, vous ne pouvez pas projeter un truc. Hein. Le type parlait un truc, vous vous rendez compte. Donc, et ça, c'est un vice de formation. C'est-à-dire que c'est parce qu'effectivement, les gens qui sont formés là ne sont pas allés directement encore. N'importe quel gamin qui fait une thèse chez nous, n'importe quel Africain de 23 ans manie les outils d'une manière telle comme personne au ministère de la Santé les manie. Donc cette absence de passage à travers les gens qui sont au cœur de l'innovation, ça fait un frein structurel auquel vous ne pouvez pas échapper. Ensuite, l'innovation. Le problème de l'évaluation de l'innovation, c'est que la plupart des gens qui évaluent l'innovation ne font pas d'innovation. Ceux qui font de l'innovation, ils ne sont pas là, ils sont en train de faire de l'innovation. Ils ne sont pas là à évaluer ceux qui font de l'innovation. Ce n'est pas vrai, ils ne savent pas. Et donc, il y a des vraies réflexions, comment on repère ça. Moi, j'avais essayé de promouvoir un truc, on essaie de faire un peu ça dans ma fondation, c'est comment on évalue la rupture. Tu vas te poser la question, comment on évalue la rupture. Les comités scientifiques qu'on fait, il ne faut pas cracher dessus, ils savent enlever ce qui est mauvais. D'accord? Mais ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est très bon et ce qui est bon. Ils ne savent pas le faire. Parce que ce n'est pas eux les très bons. Donc comment on fait ça? Bill Gates a trouvé un truc très très bien. Il a un comité scientifique de stars, à qui il donne du coup une subvention pour faire leur propre recherche, et il leur demande d'évaluer un certain nombre de dossiers dans l'année, et il leur donne 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, à chacun. Et donc chaque dossier est vu, évalué par 3 personnes. Chez eux, on ne les réunit pas pour les faire discuter, ça ne sert à rien. On leur voit et dit qu'est-ce que vous pensez du dossier. Et toutes les médailles d'or sont financées.
Tandis qu'en France, il faut que vous ayez 3 A. Donc si quelqu'un vous dézingue, vous n'avez pas vu, c'est un ennemi, un concurrent, toc, vous avez 2 A, 1 C, vous êtes mort. Tandis que s'il y a une star qui dit, attendez, moi je mise un truc dans l'année, c'est lui, vous pouvez y aller. Mais du coup, il faut aménager le fait que vous ayez les très bons soient d'accord pour faire ça. Donc il ne faut pas qu'ils perdent de temps, et il faut qu'ils aient un avantage. Sinon, vous avez un très bon système pour pérenniser ce qui marche, le faire marcher, mais vous n'avez pas de moyens de repérage. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne sont pas des stars de repérer les futures stars. Ce n'est pas eux. Voyez. Les gens repèrent ce qui leur ressemble. Et comme tous les types qui sont très très bons, il n'y en a aucun dans les comités, ben, vous pourrez pas, ils ne pourront pas vous aider à repérer ceux qui sont très très bons. Le problème du pouvoir, bien sûr, tout ça c'est compliqué. Il y a un vrai problème aussi dedans, c'est exactement ce que je dis, c'est très typique, c'est la chose contre laquelle il est le plus difficile de lutter, c'est l'idée que la connaissance est suffisante. Donc à chaque fois qu'on pense que la connaissance est suffisante, on est un gamin, c'est qu'on ne fait pas de recherche. C'est pas vrai, ça change tout le temps. Il y a des trous entiers de connaissances qui nous échappaient, dont on savait. Moi, en microbiologie, je peux vous dire, on estime qu'il y a probablement 100 milliards d'espèces bactériennes différentes à la surface de la Terre. En 1980, on en connaissait 1800. Actuellement, on en connaît 12 000. D'accord ? C'est-à-dire que rien qu'on connaît 8 fois plus de bactéries maintenant qu'entre le début de l'histoire de l'humanité et 1980. Donc à chaque fois que les gens imaginent que la connaissance couvre quelque chose de raisonnable, je pense que c'est complètement délirant. C'est pas vrai. Donc cette notion d'intégrer la notion d'ignorance et de modestie dans la connaissance que l'on a actuellement, c'est un des éléments essentiels, mais ça n'est susceptible d'être retrouvé que chez les chercheurs qui sont encore en train de découvrir des choses. Donc, sinon, les gens ils ferment la porte derrière eux et disent non, plus personne ne va rien trouver. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà. Donc il reste un trou monstrueux de connaissances, et donc il faut faire attention que les gens ne vous disent pas avec autorité « non mais c'est comme ça », parce que c'est pas vrai. Il faut laisser la porte ouverte parce qu'il y a plein de trous dans notre connaissance. Il y a le problème de la chance. Je suis d'accord avec toi, je ne sais pas comment, je pense qu'on finit, en vieillissant, je ne veux pas dire que je vais finir comme du Bernard, mais on finit par se demander quelle est la raison pour laquelle les choses se passent, et il y a la chance. Alors, que la chance, c'est l'intuition, mais globalement, un bon chercheur, c'est un chercheur chanceux. Voilà, Napoléon disait ça avant de nommer un général, est-ce qu'il a de la chance ? C'est ce qui compte, la chance. À la fin, l'intelligence, c'est une chose, on peut la juger, la chance, on ne sait pas. Mais la chance, on ne sait qu'une chose, c'est que si les gens ont déjà eu de la chance, souvent, ils ont quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser, mais qui est qu'ils ont de la chance. Alors les Grecs auraient dit, ils ont un dieu avec eux, c'est comme ça. Voilà. La chance est un des éléments de la découverte essentiels qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à la concrétiser par quelque chose d'autre ou la formaliser par quelque chose. Le problème de l'entrepreneur, c'est une vraie question dans l'innovation. Nous, les chercheurs, j'aime beaucoup Allègre pour différents points, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a une chose qui ne marchait pas, c'est d'imaginer que nous, les chercheurs, on allait se transformer en entrepreneurs. Alors ça, c'est pas vrai. Voilà. On n'est pas les mêmes. Les entrepreneurs, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est des humains qui veulent autre chose, leur réussite est d'une autre nature, leur volonté, bien entendu, c'est des gens qui sont très volontaires aussi, mais qui ne sont pas dans le même temps que nous, on est dans des temps plus distants. Donc je pense que... Et puis bien sûr, le problème de la réglementation, sur lequel je reviendrai. Alors, le mouvement est antagoniste de la stabilité. Comment se passent les choses dans la réglementation dans le monde que je connais, moi ? Déjà, il y a déjà une différence, un gap entre la découverte et sa diffusion. C'est le moment où le papier est publié et le moment où on sait qu'il y a quelque chose. Il faut le formaliser, le vérifier. J'estime ça à 3 ans. Mais dans ce que nous savons, que nous avons dans notre laboratoire et ce que saura la communauté scientifique, il y a un temps qui n'est pas du tout négligeable. De ça à la connaissance des experts, il faut bien encore 2 ou 3 ans. Ceux que vous allez consulter, qui vous allez demander, qui sont spécialistes du champ, il leur faudra 2 ou 3 ans avant d'être imprégnés par le fait que, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour porter ça à la connaissance des décideurs, alors c'est encore plus long, il va falloir encore 4 ou 5 ans. Et souvent d'ailleurs, la boucle n'est pas comme ça. La boucle passe par la presse. Moi, j'ai constaté ça il y a bien longtemps, quand j'avais d'autres fonctions. J'étais président d'université, j'étais 20 ans, 19 ans. Je me suis rendu compte de ce que je racontais dans les cabinets et chez les hommes politiques, ils s'en foutaient en réalité. Ils n'écoutaient pas, ils disaient lui, il dit ça. J'ai mis un certain temps parce que je reconnais que dans l'ensemble, les gens sont assez polis. Et donc, ils disent alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, monsieur Raoult. Mais en réalité, ils n'écoutaient rien du tout, ils faisaient leur truc. Mais qu'en revanche, si vous mettiez ça dans la... J'ai été effectivement chargé de mission pendant 1 an, ultérieurement.
au ministère de la Santé et de la Recherche, mais j'ai remarqué que l'activité essentielle d'un ministère, c'était de lire le journal et de regarder la télévision. Donc j'ai compris, en réalité, que l'information ne passe pas du tout par les experts, ça passe par le journal et la télévision. Alors le numéro 1, c'est le Canard enchaîné, c'est le plus important de tout, TF1, et puis ensuite, le matin, vous les voyez dans le Figaro, le soir, ils ont Le Monde, sauf au ministère de la Santé, en plus, ils ont le quotidien du médecin, et ils se jettent tous, quand on distribue les journaux, tout le monde se jette sur les journaux, qu'est-ce qui se passe? Et le ministre, le matin, dit, voilà, TF1, c'est passé ça hier, voilà. C'est ça l'organisation. Donc, le circuit de l'information n'est pas du tout le circuit d'information prévu. Le circuit d'information, c'est la presse. D'accord ? Et donc, moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de diffuser un certain nombre de choses que je pensais. Et d'ailleurs, les conséquences ont été beaucoup plus directes que tout ce que j'avais pu faire comme expert ou comme président d'université. Il ne faut pas se leurrer. Donc, à l'époque, j'avais écrit le Figaro économique, une trentaine d'articles avec Jean-Jacques Rosa. Et depuis, je fais ça, des tribunes et des éditoriaux dans Le Point, parce que c'est ce qui, en réalité, attire l'attention et des politiques, et pas que des politiques, les cabinets, les directeurs de trucs. C'est ça qui attire leur attention. C'est pas du tout ce qu'on dit, nous, comme nous, ils nous prennent pour des oiseaux bizarres, ils nous laissent parler, et ils s'en fichent. Donc, toujours est-il qu'au bout de 10 ans, eh bien, on arrive à une réglementation. Et cette réglementation, elle fonctionne comme si, effectivement, ça y est, les faits étaient établis et immuables. Mais c'est pas vrai. Je vais vous donner des effets, des éléments sur la réglementation qui me paraissent des choses extrêmement intéressantes et qui vont regrouper cette question qui est pour moi une question extraordinairement importante, qui est la réflexion sur la propriété intellectuelle. Voilà. Vous savez qu'il y a des épidémies de poux un peu partout. Moi, je suis sollicité, y compris parce que des gens que je connais autour de moi qui sont poisonnés, parce que je travaille depuis 25 ans sur les poux, mais surtout sur les poux de corps, chez les clochards, chez les gens très pauvres. Mais bien entendu, c'est les mêmes que les poux de tête. Vous avez les poux, vous donnez 2 comprimés à un gosse le soir et puis il n'y a plus de poux du tout. Donc c'est extrêmement simple, c'est extrêmement connu, on sait ce que c'est un vieux médicament qui a 30 ans, qui a été découvert par Merck, qui s'appelle l'ivermectine, antiparasitaire. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Et vous ne pourrez pas l'utiliser. Pourquoi vous ne pourrez pas l'utiliser? Ce médicament est génériqué. Il n'a pas d'AMM pour les poux. Si vous voulez un AMM pour les poux, ça va coûter extrêmement cher. Ça va vous coûter, je ne sais pas, 1, 2, 3 millions d'euros. Et celui qui va faire ça, quand il aura eu l'AMM, tous les autres vont profiter de son AMM pour le vendre génériqué à des prix ridicules. Donc vous n'avez pas d'issue. C'est un des problèmes de la propriété intellectuelle, c'est que si vous découvrez une propriété d'un ancien médicament, eh bien vous ne pouvez pas l'utiliser parce que personne ne va payer le coût de la réglementation pour pouvoir l'utiliser. D'accord ? Et donc vous êtes au milieu d'une épidémie stupide, on sait très bien ce qu'il faut faire, ça marche très bien, mais on ne peut pas le faire parce que c'est impossible. Il n'y a pas de modèle économique, c'est impossible. Hein ? Oh, c'est pas le seul. Celui-là, grippe, ça c'est vraiment, si vous voulez, extraordinaire quand on voit le processus de décision de réglementation. Je connais bien la grippe, j'ai des opinions qui sont assez marquées sur ce domaine-là. Quand grand fantasme dont je reparlerai de la grippe aviaire s'est développé, vous êtes rentré, c'est pas c'est pas la faute de la réglementation, c'est la faute de l'absence de lucidité. Les champs thématiques, la spécialisation maladive dans laquelle on est, amène à faire que les virologues sont d'un domaine et les bactériologistes sont un autre, et qui ne se rencontrent jamais. D'accord ? Et donc, pour la grippe, on appelle les virologues. On réunit tous les virologues ont une opinion sur la grippe, et en particulier, la grande crainte raisonnable, c'est qu'il s'est passé au début, à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, qui n'était pas du tout espagnole, c'est l'intoxication des Américains, c'est la grippe américaine. Elle est née aux États-Unis, enfin les États-Unis, on l'a vendue comme grippe espagnole, je ne sais pas comment ils ont fait le coup pareil, enfin c'est un truc extraordinaire. C'est un truc extraordinaire, ça. Et donc, la grippe espagnole tuait plusieurs millions de personnes, et donc on reste des hommes jeunes, militaires, collectivités, et donc on reste effaré par ce phénomène qui, aux États-Unis, a été le seul phénomène visible pendant tout le XXe siècle qui ait réduit l'espérance de vie. Donc c'est un phénomène colossal. Et donc, la grippe, du coup, bien entendu, suscite beaucoup d'émotions. Ça tue d'ailleurs, honnêtement, régulièrement, tous les hivers, en France, peut-être 10 000 personnes, entre 5 et 10 000 personnes, pas très bien, mais enfin de cet ordre-là. Et donc, quand les choses se sont mises autour de la grippe, tout le plan a été fait autour de la grippe. Donc, autour de la grippe, le vaccin contre la grippe, le vaccin, en plus, dérive qui était dû au fait qu'on croyait vacciner contre la grippe aviaire, ce qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire que les stratégies vaccinales qui ont été prises, 2 injections, les adjuvants étaient faits pour la grippe aviaire et pas pour la grippe ordinaire, pour laquelle on n'a pas besoin ni d'adjuvants ni de 2 injections. C'était de la grippe H1N1, l'épidémie qu'on a.
Mais surtout, pendant que la grippe est arrivé un papier génial, c'est que les gens ont repris les nécropsies, les autopsies de tous les corps gelés, de tous les corps qui étaient de la grippe espagnole de 17-18. Et de quoi ils sont morts? Ils ne sont pas morts de grippe, ils sont morts de surinfection bactérienne, 95%. Donc dès ce moment-là, ce qu'il fallait faire, moi j'ai fait ça dans ce que j'ai trouvé, c'est le bulletin du Conseil de l'ordre des médecins, en mai au tout début, en disant attendez, le point essentiel là, ça va être les antibiotiques. Donc il faut donner les antibiotiques parce que c'est les antibiotiques qui vont tuer dans la grippe. Et la baisse de la mortalité qu'on a vue dans les autres épidémies de grippe, c'est probablement pas du tout dû au fait que le virus était moins méchant, c'est simplement qu'on donne des antibiotiques quand les gens vont mal. D'accord? Et de la même manière, et donc la clé du traitement de la grippe, donc maintenant on le sait, le Tamiflu ne servait à rien, acheter stock qu'on le sauve parce qu'on le prescrit trop tard, c'est-à-dire quand les symptômes de la grippe apparaissent, en réalité, c'est le témoin déjà d'une réaction immune, et donc le Tamiflu marche extrêmement peu. Il faudrait le prescrire dès que les gens commencent à se moucher. On ne fera pas, c'est trop cher, il n'y a pas les moyens de faire le diagnostic. Donc ça ne marche pas. En réalité, ce qui marchait, c'est les antibiotiques. Vous voyez. Mais pour inverser ce mécanisme qui était, au début de l'épidémie, on a des informations massives qui changent tout le process, comment voulez-vous remonter le process? Donc ensuite, les choses étaient dans le tuyau, et même les 2 vaccins, en juin, on savait, les Américains avaient fait les études, c'est pas vrai, c'est du H1N1, c'est aussi... Voilà, mais on ne peut plus arrêter la machine parce que la prise de décision est tellement lente, le mécanisme est si lent qu'il devient complètement déconnecté. Et après, les gens le perçoivent, le public, les politiques perçoivent qu'il y a un truc qui ne va pas, un truc curieux, donc ça excite, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est l'incapacité à actualiser sa position comme on le fait effectivement, au cours d'événements dont on sait bien qu'il faut les ajuster en permanence. Et les gens font une campagne, ils savent bien qu'on change tous les jours le truc en fonction des nouveaux éléments qui arrivent, surtout quand on met une pression pareille dessus. Donc vous voyez, ça aussi c'est une question, comment on va régler ça? Moi j'ai beaucoup d'inquiétudes sur ce problème-là, c'est comment on gère le placebo, le droit d'information du malade, la tromperie sur les médicaments. Le placebo, là il y a un très beau travail qui vient de sortir, qui montre que sur les traitements au long cours, pour la douleur, pour l'insomnie, les placebos font aussi bien que les médicaments qu'on prescrit. D'accord? C'est vrai. Mais comment on fait pour prescrire un placebo? On ne peut pas prescrire le placebo. Vous ne pouvez pas dire, vous n'avez pas le droit, il y a un truc d'information dedans, on ne peut pas vous dire, on vous donne un truc de talc parce que de toute manière, ça va aussi bien, on sait très bien que ça marche le placebo, là aussi, maintenant on voit les aires du cerveau qui s'illuminent quand on donne du placebo. Comment on fait? Ça m'est égal en France, ce qu'on fait, on prend de l'homéopathie ou de l'aromatothérapie ou n'importe quoi. Mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit autre chose. Je ne sais rien, la vie est pleine de mystères. Mais donc, il y a des alternatives, mais il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des médecines alternatives, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de médicaments chimiques, qui marchent très très bien, mais simplement, notre société ne nous permet plus de leurrer le malade, et qui en a bien besoin pourtant. Donc comment on fait pour leurrer le malade, pour le guérir, sans lui donner une cochonnerie? C'est compliqué. Et donc, on voit bien que les politiques ne peuvent pas changer ça, c'est un problème de société. Comment on fait ça? On ne sait pas faire. Voilà. Là, c'est pareil, c'est intéressant. On a un problème de réglementation. Moi, je m'entends très bien avec le type de l'ONCS, parce que c'est mon copain d'internat, Dominique Marinaki, donc on s'entend très bien. Je vais lui dire comment je fais. Voilà, je veux faire des greffes fécales parce que tu vois, c'est des greffes. Je te rejoins. Alors, c'est moins digne que toi. Je ne greffe pas les visages, je greffe de la merde. Mais comment on fait? Il y a une infection à Clostridium difficile qui est très grave. De temps en temps, au bout de 3 échecs, les gens ils vont mourir si on ne continue pas. Et donc, en réalité, c'est dû à la fois à la bactérie, mais à un déséquilibre de flore. Et donc, si on remet une flore normale, en pratique, on prend les selles de la famille, on leur injecte, après l'avoir un peu bidouillé, par une sonde dans l'estomac, et ça les guérit. 95% de réussite. Mais comment ça, on gère ça dans la réglementation? C'est un truc, je ne sais pas comment. Alors, ce que font les gens, ils ne respectent pas la réglementation. Donc, il y a 2 hôpitaux qui le font déjà. Hein, il y a un à Angers et un à Paris. Et puis, ils font, sans rien demander à personne, parce qu'on ne sait pas. Il y a un marquage chez eux de la merde du voisin. Enfin, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est un truc nouveau. Personne n'avait prévu la réglementation qu'on va faire pour faire les greffes fécales. C'est un truc nouveau. Voilà. Alors, ensuite, le problème de la propriété intellectuelle, moi, ça m'irrite beaucoup parce que je n'aime pas Johnny Hallyday, d'abord. Et ensuite, je ne comprends pas pourquoi les ayants droit de Johnny Hallyday auront droit à bénéficier des droits d'auteur de ces couillonnades pendant 70 ans après qu'il soit mort, alors que si quelqu'un invente quelque chose qui sauve les gens, entre le moment où il a développé son produit et le moment où il a déposé le brevet, le moment où son produit est mis sur le marché, il faut 10 à 15 ans. Et il va donc pouvoir gagner de l'argent pendant 5 ans avant qu'il soit génériqué. Mais c'est suicidaire.
c'est un modèle économique suicidaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, la réaction, on l'a vu de l'industrie, comment elle s'est défendue l'industrie. En dépassant les autorisations d'AMM, et vous avez vu, il y a 3 grands procès spectaculaires aux États-Unis où Pfizer était obligé de rembourser des dizaines de millions de dollars pour avoir vendu des produits en dehors de leur indication. Donc, c'est vendre très très cher, mais il y a une limite, et 2, vendre massivement en dehors de l'indication pour pouvoir gagner de l'argent pendant la toute petite fenêtre pendant laquelle on gagne. Il faudra bien, on ne pourra pas augmenter les besoins de réglementation jusqu'à 15 ans pour le développement d'une molécule sans mettre en parallèle une augmentation de la propriété intellectuelle. C'est suicidaire. La deuxième chose, c'est quand quelque chose est génériqué, plus personne ne fait de développement. L'État ne s'y substitue pas, et donc, pour les antibiotiques que je connais bien, 60% des molécules antibiotiques les meilleures sont génériquées. Mais on ne peut plus y avoir accès, on ne peut plus faire d'études. Moi, je me rappelle, quand j'étais au ministère, on était excité sur le bioterrorisme. Le meilleur traitement pour le bioterrorisme, c'est, pour les suspicions, c'est la doxycycline IV. Il n'y en avait plus en France. Donc il a fallu obtenir spécifiquement un accord avec l'Allemagne pour que l'Allemagne, qui faisait encore de la doxycycline IV, en donne dans quelques CHU, alors que c'est le produit de référence actuellement pour le traitement de première intention des pneumonies en Angleterre et en Australie. Mais ça ne coûte rien, personne n'y gagne d'argent. Donc il faudra bien trouver un modèle économique pour dire, je ne sais pas, un laboratoire, tenez, on vous donne un monopole, je ne sais pas, comme pour le téléphone, développez ça, vous gagnerez de l'argent, on vous garantit qu'il ne va pas y avoir un autre qui va venir se mettre sur le marché et le vendre 10 fois moins cher que vous, si vous faites le prix du développement. Il faudra repenser une vision capitalistique des molécules antibiotiques. Les mêmes molécules, sauf à faire ce que fait un peu l'industrie, c'est-à-dire des molécules qui sont faussement différentes. Là, maintenant, c'est la tigecycline qui aurait été de la doxycycline, c'est pareil. Mais ça coûte 100 fois plus cher parce qu'on peut gagner de l'argent avec la tigecycline et pas avec la doxycycline. Donc il y a une vraie réflexion. Et le vrai problème de résistance aux antibiotiques, c'est qu'on n'utilise pas les molécules qui sont anciennes parce que personne ne fait les travaux sur les molécules anciennes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai décidé il y a quelques années de diffuser moi-même ce que je pensais, parce que je le trouve... Alors, et dedans, j'espère que ça reviendra, là aussi, par le public. J'y arrive pas pour l'instant, mais ça viendra auprès du ministère, parce que, par exemple, c'est des choses pour lesquelles je reconnais que j'ai eu un échec assez violent. L'OMS... Toutes les institutions internationales ont divisé les maladies maintenant entre maladies transmissibles et maladies non transmissibles. Le problème des maladies non transmissibles, c'est que entre 1 tiers et 50% des maladies non transmissibles sont dues à des agents transmissibles. Donc c'est idiot, mais on n'arrive pas à le sortir. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie transmissible, c'est du HPV. Le cancer de l'estomac, c'est du Helicobacter pylori, mais c'est dans les maladies non transmissibles. Donc maintenant qu'on a fait cette dichotomie, on n'arrive pas à revenir. Et donc, le virus HPV, qui donne des cancers du col de l'utérus, qui donne des cancers de la gorge chez les hommes et chez les femmes, qui donne des cancers de l'anus chez les hommes, a été prescrit au départ. Alors c'est trop cher, hein, mais plutôt que de négocier en disant écoute, on va faire plus mais moins cher, on a dit au moment, c'est amusant, c'était Roselyne Bachelot qui disait ça, on va faire ça pour les vierges. Alors moi j'imaginais comme dans le film des Monty Python, le pharmacien demande à la fille Are you a virgin? Après, on a dit, on ne va pas faire, on ne va pas demander est-ce que vous êtes vierge? On va dire, on va demander aux jeunes filles. Ce qui était idiot, c'est encore un truc de puritain, c'est-à-dire que la petite qui couche, elle ne prend pas les 4 virus, on congèle le premier coup qu'elle couche. Vous voyez, donc c'est progressif. Puis il y en a qui n'ont jamais les 4. Donc, si vous voulez, c'est un truc d'imbécile, c'est un truc, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une maladie vénérienne en douille. On ne peut pas dire on va juste vacciner les jeunes filles avant qu'elles aient des rapports sexuels. C'est une maladie vénérienne. On va vacciner les garçons, les filles, tout petits, et puis voilà, on leur fera disparaître. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire parce que, si vous voulez, il y a quelqu'un qui a décidé au ministère, la cible c'est ça, machin tout, c'est un cancer en privé, et donc on ne pense plus du tout sur une maladie transmissible. Donc, vous voyez que donc, la dichotomie maladie transmissible, non transmissible, c'est un piège terrible. D'accord ? Et c'est simplement maintenant, il n'y a pas qu'en France, on ne sait pas en avance là-dessus, mais maintenant c'est aux États-Unis et en Angleterre, les gens disent il faut arrêter, on va proposer la vaccination aux garçons et aux filles, c'est une maladie vénérienne, quoi. Voilà, donc il faut bloquer la transmission. Alors ça, c'est une autre chose qui m'a fait réagir parce qu'il y avait Berger qui avait gueulé contre le fait que tous les gens donnaient de l'argent au Téléthon plutôt que de donner de l'argent à SIDAction. Et donc c'était intéressant parce que c'était juste 6 mois après que
quelqu'un, un cinglé un peu comme du Bernard, avait guéri le premier sida. Et tu connais cette histoire, j'imagine. Le premier sida guéri, c'est un type qui a un sida, puis qui a fait un cancer sur un sida, ce qui est banal. Il a été mis en aplasie. Étant mis en aplasie, il devait avoir une greffe de moelle. Et il se trouve qu'il y a des gens qui sont naturellement protégés contre le sida, qui ont une mutation dans un gène qui s'appelle CCR5. Et le type qui l'a greffé est allé lui dire « Écoutez, vous ne voulez pas que je vous greffe avec un type qui est muté CCR5 parce qu'avec un peu de chance, ça vous guérit du sida aussi ». Le type a dit oui, sans l'Allemagne. Il a greffé avec un CCR5 muté. Le type a guéri de son sida. Et c'est la seule guérison de sida qu'on ait, c'est une guérison génétique. D'accord ? Et donc, il ne faut pas laisser... Je dis, c'est très bien les associations de malades, c'est très bien, mais il faut nous laisser faire. Après, ce n'est pas les chemins. Déjà, nous, on est bloqués intellectuellement, mais alors le grand public, ils ont une vision encore plus simple du monde. Donc, les chemins par lesquels l'innovation, la découverte va se faire sont imprévus à l'avance. Donc, il faut laisser les gens qui ont de l'audace et les gens qui ont de l'imagination, au moins une partie. Ça représente une toute petite partie de la recherche, peut-être 5 à 10%. Le reste, c'est de l'augmentation de connaissances progressives. Mais ça, c'est un vrai truc. Donc, il y a des gens qui réfléchissent à comment on sort les lymphocytes des gens, on les bidouille pour les transformer en CCR5 différents, on les réinjecte. Il y a une vraie stratégie, et c'est la première vraie stratégie thérapeutique de guérison qu'on a pour le sida. Et donc, vous voyez, en même temps, il y a quelqu'un qui a la main sur le cœur qui dit « Attendez, le sida, c'est important, on doit arrêter de donner de l'argent à la génétique. » Et c'est la génétique, justement, qui vient de guérir le premier cas de sida. Donc, attention, bien entendu, le financement de la recherche a un rôle social, mais il faut faire attention de laisser de la liberté aux gens pour avoir de l'imagination. Le mouvement est antagoniste de la stabilité, bien sûr. Alors, ça, je vous raconte des histoires personnelles, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'administrateurs, donc je ne peux pas résister au fait de leur donner quelques-unes d'expérience. Quand j'ai créé ma première fondation, Infection Pôle Sud, on a fini par se mettre d'accord au conseil d'administration en avril, et en juillet, j'avais déjà l'inspection générale de l'enseignement national. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. D'abord, j'ai refusé de les recevoir, je me suis dit, vous êtes fou, ça fait 2 mois, vous n'avez pas commencé à m'inspecter, ça fait 2 mois qu'on a commencé, quand même. Regardez ce que vous avez fait, il faut être raisonnable. À la fin, je m'appelle du ministère, non, Didier, reçois-le, sois gentil, etc. Donc je les ai reçus, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le renvoyer au ministère, hein, le coche et la mouche, parce qu'au bout d'un moment, il faut un peu nous laisser travailler. C'est pas gênant que les gens fassent leur truc, mais enfin, moi je suis d'accord, j'ai passé ma vie à être inspecté par la Chambre des comptes, par la Cour des comptes, par l'inspection nationale, vous verrez, par l'IGAS. Je suis d'accord, chacun doit faire son métier. Enfin, quand même, là, c'est un abus faut arrêter, il faut bien que c'est un sens, quand même, les choses. Et donc, ça m'a rassuré. En même temps, j'ai vu que c'était aussi vieux qu'au moins Louis XIV, parce qu'il y a marqué ainsi certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires, et partout importuns devraient être chassés. Ouais. Le deuxième a été encore plus compliqué. Le deuxième, c'était pour l'IHU. Donc, les choses s'étaient très bien passées. On était passé premier au conseil scientifique. Et puis, je me suis retrouvé dans un maelstrom, dont Jean-Paul se souvient, compliqué, pour une raison, c'est que la recherche qu'on faisait a beaucoup intéressé les gens de la DGS, dont Didier Houssin, dont tu parlais, et puis quelqu'un qui était chez lui. Et puis, en particulier, une chose qu'on venait de découvrir, qui m'avait beaucoup impressionné, c'était les morts par bactériémie. On s'est rendu compte qu'il y avait 12 000 morts par an. On avait calculé qu'il y avait 12 000 morts par an de bactériémie dans les hôpitaux. Donc on avait vu les gens au ministère. Les gens au ministère nous avaient dit « Tiens, mais c'est bien, faites un travail avec Carqueran, c'est ça, donc, qui est à Lyon, un type très bien, qui a pris tout le PMSI, on a fait l'étude de ça, et leur évaluation était pire que la nôtre. Ils trouvent qu'il y a 24 000 morts par an de bactériémie dans les hôpitaux français. Et globalement, c'était le début de quelque chose. Moi, j'ai suscité avec le journal que j'ai pour regarder ce qui se passe dans le monde. Et globalement, dans le monde développé, c'est entre la 6e et la 7e cause de mortalité dans le monde développé, les bactériémies hospitalières. C'est colossal. Et donc, la DGS s'était emparée de ça, avait lancé un appel d'offres auquel on a répondu, on a commencé à travailler, et du coup, c'est devenu un conflit interne, la guerre des polices, là, entre l'INVS et la DGS, qui ont commencé à se haïr, à se détester, parce que l'INVS considérait que c'était sa priorité, son organisation, que ça ne devait pas être la DGS. Et donc nous, en même temps, on avait mis au point un système avec eux qui est un système, je suis content de voir qu'il y a maintenant un système qui est pérennisé, qui est un système d'alerte, qui est de dire, attendez, si on a quelque chose de très atypique, on veut pouvoir vous le dire directement, les choses suivent leur cours comme elles doivent le faire d'habitude, c'est-à-dire le CLIN déclare ça à l'ARS, et l'ARS déclare ça au ministère si elle considère que c'est important et tout, mais nous, on a un lien. Et donc je dis, tiens, pour la première fois, on avait un Acinetobacter résistant à tout, donc je préviens les gens, en envoyant un double à la directrice de l'INVS, DGS, on a un truc résistant à tout. Et
cette histoire de signalement hors circuit a fait un bordel épouvantable. Il a fait un bordel épouvantable à telle enseigne que l'IGAS a été dépêché immédiatement chez nous pour voir pourquoi on faisait les fous en signalant des choses anormales, que ça a retardé d'1 mois et demi tout le processus du grand emprunt, qui attendait de savoir si on n'avait pas fait des fautes terribles, parce qu'on n'allait pas nous donner un IHU alors qu'on faisait du signalement inapproprié. Et ça s'est terminé à l'Élysée et à Matignon, cette histoire. D'accord ? Donc, faut voir. Donc, et tout ça, c'était, je sais, parce qu'il y a une naïveté auquel, je pense que vous avez vu ça avec Snowden, il faut se méfier. Les mails, vous savez, ça fuit. Hein. Donc, je connais l'histoire de la guerre des gangs dans le ministère de la Santé entre l'INVS et la DGS, parce que j'ai vu les mails quand même. Donc, nous, on est devenu un enjeu de cette guerre INVS. Bon, enfin, on a survécu. C'est un des éléments qui fait qu'effectivement, les créatifs sont ceux qui résistent aux événements adverses. Notre déclin n'est retardé que par notre lenteur, c'est vrai. Par rapport aux États-Unis, on a encore un peu à gagner dans la fixation complète, le fait de figer entièrement toute possibilité d'évolution. Je vais vous donner un exemple. On fait une course en avant technologique. Moi, j'ai une théorie sur la découverte, c'est que comme le dit Dubernard, on est beaucoup à penser en même temps. Et donc, moi, je me vois comme un pêcheur. Je pêche les microbes ou je pêche les maladies. Et que donc, la manière de le faire, c'est de pêcher soit avec des outils que les autres n'ont pas, ou pas encore, soit d'aller regarder dans les endroits dans lesquels les autres ne regardent pas. Mais moi, je ne vais pas dans les grands champs avec les mêmes outils. Je ne sous-estime pas mon intelligence, mais je ne crois pas que mon intelligence soit tellement plus forte que les autres qu'en faisant la même chose qu'eux, c'est moi qui vais trouver. Je ne crois pas. Voilà, donc je fais autre chose. Et donc un des choix que j'ai fait, c'est une course en avant technologique où j'ai été très aidé par le PHRC, puisque le premier séquenceur automatique qui ait jamais été installé dans un laboratoire de microbiologie, c'est au monde, hein, c'est dans mon laboratoire, c'est payé par le PHRC. D'accord ? Et donc toutes ces étapes de course en avant technologique, bien entendu, ont été financées beaucoup par le PHRC, mais aussi par le CNRS, l'INSERM, etc. Et donc on a été à chaque fois les premiers, en termes de microbiologie au monde, à installer des laboratoires de séquences massives, et le premier pyroséquenceur européen installé tout court a été installé, de toutes spécialités confondues, a été installé dans mon laboratoire. Là aussi, parce que là, c'est Sirota qui m'avait beaucoup aidé en débloquant ça, parce que c'est lui qui était contre tous les avis de tous les autres séquenceurs, parce qu'il ne l'avait pas. Donc la prise de décision, les gens ont de temps en temps la responsabilité de prendre la décision, même si le milieu leur dit que c'est pas ça. Bien sûr, ça a très bien marché. Mais il y a un autre point dont je vais vous parler, qui est celui du Malditov, qui est une révolution tout à fait extraordinaire. Nous, on a eu la chance, parce qu'on est un laboratoire de recherche, en même temps un laboratoire de routine hospitalier, et donc on a commencé, on était les premiers au monde à utiliser ça en routine diagnostic. Alors c'est extraordinaire, parce que ça coûte 4 fois moins d'argent ou 10 fois moins d'argent que tous les autres tests de base. C'est infiniment plus rapide. Ça ne demande aucune technologie pour le technicien. C'est un truc incroyable. Et c'est une révolution, et c'est le papier que j'ai fait qui a été le plus cité, c'est un papier récent de 2009. Et la raison pour laquelle ce truc n'avait pas été développé dans les laboratoires de microbiologie, c'est parce qu'il n'y avait pas de modèle économique. Donc c'est un truc où vous achetez la machine et ça ne coûte plus rien. D'accord ? Et donc ça, c'est un truc, tous les trucs vivent sur les réactifs. Et donc là, c'est un truc. Donc nous, on avait acheté la machine pour faire de la science, et donc on l'utilisait pour faire de la routine. Et il a fallu longtemps, moi aussi je connais très bien Mérieux, je lui ai dit, mais attendez, regardez ce qui est en train de se passer, vous allez vous faire dévorer. Donc ils ont commencé à monter, ils ont acheté une des machines, alors il n'y a que deux, il y a des Japonais et des Allemands qui faisaient ça, donc eux ils ont acheté la machine japonaise, et puis ils ont monté, ils ont mis 2-3 ans pour montrer un modèle économique autour de ça, pour réussir à vendre ça, parce qu'ils allaient se faire dévorer par le Malditov, qui allait remplacer toutes leurs machines. Donc c'est un point très intéressant, c'est-à-dire s'il n'y a pas de modèle économique alors qu'il y a la technique, comment on fait ça? Mais bien entendu, on a fait ça parce qu'on est en France. Donc après, on a une épidémie en France. Moi, j'ai eu expertisé, je ne sais pas combien d'hôpitaux qui nous ont demandé à Paris, est-ce qu'on ne peut pas acheter Malditov pour faire la bactériologie? Donc dans tous les CHU, beaucoup de CHU sont équipés en Malditov. Ils sont équipés aussi en Allemagne. Et l'Europe a là-dessus 5 ans d'avance sur les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a la FDA. Et que donc, ce n'est pas passé à la FDA. Tandis que nous, même si on est un peu emmerdé par l'accréditation, le machin et tout, quand même, on peut faire ça. Donc on a un espace là qui montre que, par rapport aux États-Unis, cet espace de liberté qu'on a,
qui est que nous, si nous signons en disant que c'est vrai, on a encore le droit de le faire, en particulier dans les CHU, qui durera ce qui durera. Je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Mais ça veut dire qu'on voit bien, ça c'est vraiment une preuve que le système de contrôle et de réglementation et de qualité peut vous faire prendre 10 ans de retard sur une technologie qui révolutionne tout. C'est-à-dire que c'est plus efficace, ça marche mieux, c'est moins cher. Voyez, et donc il y a une vraie réflexion. Et comme pour porter auprès de la FDA, ce n'est pas les gens qui vendent les machines parce qu'ils ne savent pas le faire et parce que ce n'est pas rentable, personne ne le porte s'il n'y a pas la Big Pharma qui s'y met en disant, en pratique en microbiologie, c'est Mérieux et Becton Dickinson, s'ils ne s'y mettent pas eux, ça ne sera jamais validé. Donc il y a une vraie question là qui pose la question de la réglementation. Et alors du coup, on a ça, et on s'amuse beaucoup avec ces Malditoff, qui sont d'une simplicité extraordinaire. Quand vous avez cette machine, bien entendu, ce n'est pas du tout spécifique des bactéries, ça analyse des profils de peptides, on dissout les peptides avec un acide très fort, et on regarde le temps de vol, Malditoff, TOF, ça veut dire time of flight, c'est le temps de vol des peptides à l'intérieur de ça. Ça vous donne un spectre, et à partir de ça, on l'identifie. Et donc nous, on a développé ça surtout. On reconnaît très bien les animaux avec ça. Donc on s'est amusé quand il y a le truc de la viande de cheval là, dans les steaks. On peut très bien vous dire qu'il y a du cheval dedans, parce que c'est un spectre très spécifique à côté du porc. On s'est beaucoup amusé pour les bonbons aussi, ça m'amuse, parce que je m'étais intéressé au moment de la maladie de la vache folle. C'est que les types ont commencé à s'affoler sur le bœuf, parce qu'on s'est rendu compte que la gélatine, c'est du bœuf partout. Donc c'est du bœuf ou du porc. Et que donc, quand tout le monde avait peur, les gens commençaient à plus bouffer de steak et tout, en réalité, on savait qu'il y avait de la gélatine dans tous les bonbons, tous les gâteaux, dans tous les trucs, dans le vin, enfin il y a de la gélatine partout. Hein. Mais en plus de la gélatine, la gélatine de porc, ça coûte 10 fois moins cher que la gélatine de bœuf. Donc en réalité, tous les gens qui bouffent des bonbons, machin tout, ils bouffent pas kasher ou ils bouffent pas halal, ils bouffent du porc, quoi. Et donc on leur dit pas. Et donc on a fait un truc, là aussi on s'est amusé, on a analysé les bonbons Haribo, on a fait un truc pour dire, voilà, c'est des bonbons qui ont du porc ou qui n'ont pas de porc. Donc ouais, c'est un outil. On peut s'amuser beaucoup. On a fait ça sur le cancer aussi. Il faut voir si ça t'intéresse. On a travaillé, alors des chirurgiens pulmonaires qui travaillent avec nous. Il y a un profil, bien sûr, cancer cellule normale qui est très différent. Et donc, on est en train de faire avec eux. On a installé un Malditoff dans le bloc opératoire. On fait ça en parallèle. Où, quand ils font le staging autour de la tumeur pour savoir s'ils sont en tissu sain, nous, on les répond dans les 10 minutes, donc bien avant l'extemporané ou tout ce que tu veux, et avec une meilleure sensibilité que l'extemporané, qu'on est en train de de comparer. On leur répond dans les 10 minutes, voilà, ça c'est sain, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est sain, c'est pas ça. Et en plus, comme on sert du propre malade pour faire le contrôle positif et le contrôle négatif, bien entendu, on regarde, voilà, est-ce que ce tissu c'est le tissu sain du malade ou est-ce que ce tissu c'est le tissu cancéreux du malade. Donc c'est toujours la même machine. Je ne sais pas qui c'est qui va développer ce truc parce que c'est une machine qui sert à tout. C'est un outil complètement nouveau dans le truc et qui est beaucoup plus simple. Ce que les gens essaient de faire dans le staging du cancer, c'est incroyablement complexe. Donc quand on demande ça aux types qui sont en train de faire de l'imaging, etc., on leur dit, attendez, non, on a la machine, pof, vous le regardez, ça vous dit c'est le cancéreuse ou pas. C'est trop simple, je déteste ça. Voilà. Et donc c'est en train... Nous, on le fait pour la chirurgie thoracique, mais on veut commencer à faire ça pour la chirurgie du sein, qui semble un point très très important avec les gens de l'Institut Paoli Calmette. C'est un truc important. Voilà. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle m'a mis ça maintenant. Voilà. Les peurs tuent la recherche. Alors, ça, c'est une chose extraordinaire. Il y a deux choses dans la recherche qui tuent la recherche. La première, c'est de croire qu'on sait, et la deuxième, qui est une dérivée de la première, c'est de croire qu'on peut prédire. Alors ça, c'est deux erreurs majeures, mortelles. Alors, et du coup, ça devient, si vous associez à ça qu'effectivement, c'est plus un mécanisme compliqué, c'est-à-dire que la population est inquiétée par une information. Cette information, le politique, bien entendu, est directement sensible à ça, et il va se retourner vers des spécialistes de la question en leur demandant, c'est vrai que c'est important. Alors ça, vous parlez d'un conflit d'intérêts, c'est hallucinant. Vous demandez à un type, c'est important, ce sur quoi vous travaillez, le type dit, oh, je comprends, c'est très important, il faut me donner des millions. Et vous avez qu'à voir tout le truc de la grippe, c'est tout parti à Rotterdam, hein. C'est l'équipe de Westerhaus qui a foutu un bordel mondial sur un truc qui est une zoonose. C'est pas une maladie humaine, c'est une zoonose. Quand les deux grippes aviaires, c'est zoonose, c'est pas les maladies humaines. Donc on est arrivé à une espèce d'hybris là, entre l'OMS et Rotterdam, où à la fin, on va dire, on va tous mourir de la grippe aviaire. Et nous, on avait un plan face à la grippe. Moi, j'ai essayé, comme j'ai pu, de le retarder, mais Jean-Paul s'en souvient. Nous, on avait un plan blanc. Ils croyaient que c'était la guerre nucléaire. Ça se dirigeait, ça, à l'Élysée. Alors, le truc, le général Napoléon était là, disant, tiens, toi, Davout, tu vas là, toi, voilà. Et à Marseille, on avait prévu pour ça, attendez, 700 lits pour la grippe.
Au sommet, on a eu 30 lits. 700 lits. C'est pas possible. Vous vous rendez compte, 700 lits pour une population de 800 000 habitants. Vous ne pouvez pas avoir 700 lits. Les types, ils restent entre un jour et une semaine hospitalisés. Comment vous remplissez 700 lits? Mais il n'y avait rien entre les deux. Hein. Et donc, l'incapacité... Nous, je me rappelle, on a fait au moins 4 réunions à la séance publique pour que nous, on puisse avoir 10 lits de plus pour isoler les malades. Donc il n'y avait rien entre 0 et 700 lits. Alors le préfet, après, on dit aux gens, attendez, c'est la guerre, allez vous faire vacciner au stade. Non mais c'est un truc de fou. Non mais c'est un truc de cinglé. C'est un truc de cinglé. Ça a été géré comme de la guerre parce qu'il y avait un hybris qui est parti. C'est une séquelle, si vous voulez, de la grippe aviaire, dans lequel on a dit la grippe aviaire va venir, ça va être encore pire, d'accord? Parce que c'est un biais méthodologique. Quand les premiers cas d'une maladie sont toujours mortels. Voilà, parce que les cas qui sont asymptomatiques ou banals, personne n'en fait l'investigation. Donc les premiers cas que vous repérez, c'est toujours les cas très très graves. Vous ne repérez pas les cas qui ne sont pas graves. Maladie émergente, on ne repère jamais les cas qui ne sont pas graves. C'est comme ça. Donc il faut le savoir, il faut être pondéré, il faut le savoir. Le bioterrorisme aux États-Unis, c'est une histoire extravagante, moi qui me touche personnellement, d'abord parce que j'ai été conseiller de Mattei à cette époque-là, et que comme tout le monde, on s'est fait intoxiquer par la CIA. C'est de raconter des choses qui n'étaient pas vraies, en particulier sur la variole. Ça, c'était pas vrai. Et donc, nous, on a freiné, mais aux États-Unis, ils ont vacciné contre la variole. Il y a eu 100 morts d'infarctus du myocarde après vaccination sur la variole. Il n'y a jamais eu de variole en dehors de laboratoires américains et russes. Il faut reconnaître que eux, ils les ont. Ils font comme pour les proliférations, vous n'avez pas le droit. Enfin, eux, ils les ont. Et les autres ne les ont pas, en pratique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le bioterrorisme aux États-Unis? Il n'y a eu que 2 histoires depuis la guerre de bioterrorisme. Il n'y en a eu que 2. Qui ne sont pas du bioterrorisme, qui sont du mismanagement des 2 armées les plus fortes du monde. Il n'y en a eu que 2. Ça, c'est le premier. C'est en 1979. Dans ce laboratoire que vous voyez, qui est à Ekaterinbourg, qui est un laboratoire militaire, il y a eu, sous le vent de ce laboratoire militaire, une centaine de personnes au moins qui sont mortes, une maladie gravissime, avec une hémorragie cérébrale que vous voyez là, et ça, c'était du charbon. Et ça, c'était un laboratoire militaire russe. Ça, c'est la première histoire de charbon. La deuxième histoire de charbon, c'est en 2011, où il y a une quinzaine de personnes qui ont reçu de l'anthrax. Les Américains savaient, dès 2002, que c'était la souche qu'ils avaient militarisée dans Fort Detrick eux-mêmes. D'accord ? Et le type qui a envoyé ça était l'officier en charge, tout le monde le sait, c'est publié en Science, l'officier en charge du développement de l'anthrax aux États-Unis, qui était un type complètement fêlé, et qui, en dépit de ça, qui a un lourd passé psychiatrique, et qui, en dépit de ça, a été recruté comme officier gérant le programme de bioterrorisme américain. C'est lui qui a envoyé ça, et quand le procès est arrivé, s'est suicidé. Evans. D'accord ? Et à partir de cette histoire, qui n'existe pas, qui est une histoire de déconnage de l'armée américaine, les États-Unis ont dépensé 15 milliards de dollars, ils ont foutu des policiers devant tous les laboratoires de recherche de microbiologie, ils ont imposé, comme ils savent le faire, à l'Europe de faire la même chose, nous faisons la même chose, et actuellement, nous ne pouvons plus décemment travailler sur des choses qui sont des vraies maladies, qui tuent des gens. Ce n'est pas le truc de bioterrorisme, ça n'a jamais existé, c'est une fantaisie. Voilà. Les gens, y compris les sectes criminelles qui ont essayé de faire ça, n'ont pas réussi à le faire. Et y compris l'anthrax, vous prenez une bouteille de but à gaz, vous jetez ça ici, vous tuez plus qu'avec tout le truc de l'anthrax. Il ne faut pas plaisanter, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, les toxines et le chimique, bien sûr, c'est facile à produire, c'est facile à diffuser. Les microbes, non, il n'y a pas d'exemple de ça. Le seul qu'on redoute vraiment, c'est la variole. Et la variole, pour l'instant, il y a encore... C'est les mêmes, c'est ça qui fait peur, hein, c'est que ceux qui ont pu déconner, c'est l'armée russe et l'armée américaine, c'est aussi eux qui ont le virus de la variole. Alors j'espère qu'ils sauront qu'en faire. Mais nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas, nous, résister. Alors du coup, c'est devenu un truc qui est devenu un objet d'administration merveilleux. Et donc, on a une épidémie de réglementation dont je vais vous montrer les dernières. Alors voilà, ça, c'est à partir de 2013, voilà. On a rajouté, il ne s'est rien passé depuis. Mais l'imagination continue, et si on fait ci, et si on faisait ça, et si on faisait ci, et si on faisait ça. Et donc, on a 20 nouveaux règlements qui sont apparus dans le traitement des mottes, des microbes dangereux. Donc ces microbes dangereux, c'est des microbes de pathologie humaine. C'est des gens, il faut être sérieux, c'est des choses qui tuent les gens. Mais ce n'est pas les terroristes qui les tuent, c'est les microbes, quoi. Hein. Et on ne peut plus, nous, on va abandonner, et Pasteur est proche de ça. Bon, j'ai dit avec Christian Bréchot, s'il n'y a pas une réforme de cette loi, on va arrêter de le faire. Comme on est 2 laboratoires qui le font, il n'y en aura plus en France. Parce que cette surenchère permanente de réglementation pour quelque chose qui est un fantasme qu'on n'arrive plus à arrêter, c'est un fantasme qui a 12 ans, on ne peut plus l'arrêter. Ben, c'est comme ça. Voilà.
La grippe aviaire en Chine, alors là cette fois, je pense qu'on a les choses. Les gens de Rotterdam n'ont pas réussi quand même à bouleverser le monde avec la deuxième grippe aviaire en Chine comme il a fait avec la première. Donc mais vous savez, c'est un problème. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un livre sur les maladies infectieuses émergentes. Je fais ça depuis 30 ans. Hein. J'en ai vendu, je n'étais pas mécontent, j'avais vendu 1 millier d'exemplaires, mais en même temps, il y avait des collègues qui ont vendu un truc en disant que la grippe aviaire allait tuer tout le monde, ils en ont vendu 10 000 exemplaires. Donc, si vous voulez, quand même, l'écho de la terreur que vous arrivez à susciter n'est pas la même. Et pendant ce temps, on ne parle pas de norovirus, qui est vraiment un tueur en série, qui n'est pas détecté dans les hôpitaux, qui est extrêmement commun. Vous avez 3 à 4 millions de gastro-entérites par an dans ce pays, la moitié sont dues à norovirus, personne ne les cherche. Quand quelqu'un a un norovirus, on le fout à l'hôpital. Nous, on a eu 2 épidémies à Marseille d'un vieil homme qui avait norovirus. Il y a un taux d'attaque de 50% dans le personnel et chez les malades. 1 mort à chaque fois. Hein, on a foutu un en orthopédie, l'autre. Et donc, ça, c'est des vraies choses. Vous voyez. Donc, comment aider à reformaliser les choses, vous voyez, dans les angoisses générales pour que les politiques ne nous écouteront pas, nous, mais ils écouteront la population si la population émet quelque chose. C'est très compliqué. Le principe de précaution est antagoniste de l'innovation. Il y a un autre truc qui, moi, me perturbe beaucoup, peut-être parce que je n'aime pas les mathématiques. J'étais talentueux en mathématiques, mais je pense que les mathématiques, les matheux sont utilisés comme les astrologues étaient utilisés maintenant pour prédire l'avenir, et que c'est pas raisonnable. Alors ça, c'est la prochaine couverture de mon journal européen. Là. Et vous voyez, j'ai mis dessus, alors est-ce qu'on peut prédire les maladies infectieuses? Donc j'ai mis la pythie, un tarot marseillais, un coq vaudou égorgé et une formule mathématique. Et en réalité, c'est de même nature, tout ça. C'est de la prédiction. C'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. On ne peut pas prédire dans des domaines qui sont complexes, multifactoriels, qui sont heurtés de phénomènes chaotiques, inexpliqués. On ne peut pas prédire. Et pour vous montrer un élément que vous avez peut-être vu, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu, pourtant c'est partout, c'est le buzz terrible, c'est le réchauffement climatique. Depuis 98, depuis 98, la planète ne se réchauffe plus. Tout le monde sait ça. Ça s'appelle le hiatus du global warming. D'accord ? C'est ça la courbe. D'accord ? La courbe, c'est ce qui avait été prévu. Maintenant, cette année, on est en dessous des 2 écarts types. C'est-à-dire on est en dessous de 95% de sécurité. Ça ne se réchauffe pas. Non seulement ça ne se réchauffe pas, mais ce qui est très intéressant, il y a un papier qui... Alors, on savait que ça ne se réchauffait pas, mais on disait, mais ça ne se réchauffe pas parce qu'il y a un délai au réchauffement de la mer en profondeur. Mais regardez, alors que c'était le truc, on montre le Mont Blanc, puis on montre l'Arctique, regardez, la glace de l'Arctique fond. C'est vrai. Mais si vous regardez, et ça c'est incroyable, c'est un sujet dans lequel les Américains ont mis 100 milliards de dollars pour travailler sur le réchauffement climatique. Il est sorti un papier en nature qui est un papier d'une simplicité extraordinaire. Les types ont simplement regardé sur Google Earth la taille de la banquise en Antarctique. Alors, il y a beaucoup plus de glace en Antarctique qu'en Arctique. Et depuis 1990, la taille de la glace en Antarctique n'a pas cessé d'augmenter. C'est pas vrai. C'est comme ça. Après, je ne veux pas discuter, je suis bien incapable de savoir si les activités humaines font monter ou pas la température, je ne sais rien. Mais les faits en pratique, la courbe, c'est ça. Personne ne discute ça. Regardez demain, ce soir, vous tapez hiatus de global warming. Et bien, dans le monde, il y a encore la semaine dernière, oh là, c'est un truc, tout le monde va gueuler, regardez, ça réchauffe, il faut qu'on s'arrête. Mais en pratique, ça ne réchauffe pas. Donc je ne dis pas, peut-être que demain, moi je ne prédis pas l'avenir, hein, peut-être que demain ça va réchauffer. Mais en tout cas, les prédictions sur ces phénomènes complexes, ces prédictions ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que, après, tous les modélistes, moi je travaille depuis un certain temps avec les modélistes parce qu'ils ont vraiment beaucoup mis le feu avec la maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle, ça a fait que quand même, toujours dans les hôpitaux, de faire une endoscopie, c'est devenu un enfer parce qu'on n'est jamais revenu sur le truc de la maladie de la vache folle, qui était un déconnage complet. C'était pas vrai. D'accord ? C'était là aussi des modèles mathématiques qui disaient à la fin, il y aura 1 million de morts avec la maladie de la vache folle. Bon, on n'est jamais revenu. Donc maintenant, faire une endoscopie, c'est devenu un truc absolument hallucinant. On n'est pas revenu dessus. Donc cette capacité à prédire, dans les phénomènes complexes, et en particulier dès qu'il y a des phénomènes sociaux, n'existe pas. On ne sait pas le faire. Donc, simplement, tout le monde veut, depuis l'aube de l'humanité, les Romains avaient les auspices et les aruspices, les Arabes avaient les astrologues, nous on les a toujours aussi, vous pouvez voir, ça reste le besoin de savoir ce qui va se passer, ça reste des désirs plus profonds de l'humain. Et quand en plus on leur déguise ça en science, en leur mettant des formules mathématiques auxquelles personne ne comprend rien, hein, personne ne sait ce que c'est, ces formules, c'est complètement ésotérique, hein, eh bien, ils arrivent à des prédictions, et après,
Quand vous leur dites c'est ce qui est en train de se passer avec le réchauffement de la planète, ils disent attendez, on va vous expliquer pourquoi on s'est trompé. Donc on n'avait pas tenu compte. Alors maintenant, le phénomène de refroidissement du Sud s'appelle La Niña. Celui du réchauffement du Nord s'appelle El Niño. Donc celui du réchauffement de la planète Sud, c'est La Niña. On va expliquer. Alors on n'avait pas tenu compte de La Niña, on n'avait pas tenu compte de ça. Donc regardez, maintenant on refait un modèle qui aurait prédit ça. D'accord? Mais il aurait prédit ce qui se passait. Alors, moi, je sais le faire, ça, de vous dire ce qui s'est passé. Il suffit de regarder. Je vous mets un modèle, puis à la fin, ça marche, mais savoir ce qui va se passer dans les 5 ans, je ne sais pas le faire, mais personne ne sait le faire. Et pourtant, là, s'il y a quelque chose qui faisait consensus pour tous et pour tout le monde, c'est que cette pente qu'on avait vue dans les 10 dernières années, allait continuer comme ça. C'est pareil sur la démographie. Bon, chaque fois que je lis quelqu'un, vous savez, en 2100, il y aura ça, en 2100, il y aura ça, mais quelle naïveté. Comment vous pouvez prédire ce qu'il va y avoir en 2100? On ne sait rien du tout. Donc on est bien obligé de faire des projections qui prolongent ce qu'on est en train de voir, mais il faut être extrêmement prudent. Et surtout, il ne faut pas que les prédictions s'opposent, c'est ce qu'elles font, que les prédictions s'opposent à l'observation. Donc l'observation, ça reste notre base. Voilà. Et donc, il faudra choisir un moment, effectivement, entre innover et tout réglementer. Il faut laisser une part de liberté, et y compris sur la réglementation. Je veux terminer là-dessus, parce que c'est une chose qui m'a marqué aussi. Comme je l'ai dit, je trouve que Claude Allègre est un personnage intéressant. Une des raisons qui m'a amené à dire, regardez, c'est quand même c'est intéressant de voir ces données-là que personne ne veut manipuler. Je pense que dans la presse, à part Huffington Post, personne n'a publié cette courbe. Pourquoi? Et si vous vous rappelez ce qui est arrivé à Claude Allègre, il y a quand même des collègues de l'Académie des sciences de Claude Allègre qui ont demandé au ministre de faire une enquête et de condamner Claude Allègre parce qu'il osait dire qu'il ne croyait pas. Vous savez, dans la science du XXe siècle, moi je ne l'avais pas vu. Après d'ailleurs, il est allé jouer dans un téléfilm, il est allé faire Galilée. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé en se déguisant en Galilée. Mais donc il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que vous voyez que la contrainte n'est pas qu'administrative. Il y a une contrainte idéologique dans la science qui est aussi d'une puissance. Et là, l'idéologie de la science sur le réchauffement climatique, c'est monstrueux. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit. Et d'ailleurs, si vous regardez dans tous les papiers qui sortent depuis un an dans Nature qui disent écoutez, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, ça ne se passe pas, ça, chacun dans l'abstract et dans la conclusion disent mais enfin quand même, ça ne remet pas du tout en cause le fait que la planète est en train de se réchauffer. Donc même les datas, les conclusions contredisent les datas et les types n'auraient pas pu le publier s'il n'y avait pas mis des conclusions qui contredisaient les datas. Donc c'est une puissance colossale. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, peut-être juste pour faire un peu d'interface, moi j'ai retenu 3 idées. La première, effectivement, on est passé d'un siècle où on avait l'impression que tout était possible à aujourd'hui un siècle de l'anxiété. On s'aperçoit qu'on est dans la prudence absolue et que la société est en quelque sorte en perte de repères avec ce fameux principe de précaution qui a été inscrit récemment dans la Constitution. Le parallèle avec Claude Allègre est intéressant parce que le nucléaire est aussi aujourd'hui condamné, vilipendé sur la base d'idéologie plus que peut-être d'observation. Donc je suis assez intéressé par cela. Je voulais aussi faire un point sur la communication, les journalistes, puisqu'aujourd'hui les vrais faiseurs d'opinion, ce sont les journalistes. J'ai encore eu une crise il y a à peu près un mois sur l'hôpital où on évoquait qu'il y avait une prise d'otage à la PHM, une prise d'otage qui ne s'est jamais réalisée. Et on se retrouve à se justifier de quelque chose qui ne s'est jamais réalisé parce qu'une personne donc a écrit en une d'un journal ces éléments-là. Donc aujourd'hui, les journalistes font un peu justement cette prédiction, on est moins sur l'observation, une prédiction qu'ils aiment beaucoup et qui est effectivement conduit à cette perte de repères de cette société. Ensuite, je voulais évoquer un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée du modèle économique. Je pense qu'au final, on retombe toujours sur la même loi, la loi du marché. Il faut une offre, une demande, il faut aussi un modèle économique qui tourne. Donc c'était un même qui m'a beaucoup intéressé. Puis pour finir, on retrouve encore une logique de travail en équipe qui revient. La première diapo que vous avez montrée est symptomatique de la réussite, je pense, en innovation, où vous montrez toute votre équipe réunie pour que ça fonctionne. Voilà pour les éléments, et je vais laisser la parole pour ceux qui ont des questions. Mais je crois, je voudrais dire une chose. Moi, je disais ça quand j'étais jeune, je m'excuse, je ne le dis plus. Je ne crois pas que les hommes politiques ou les journalistes soient des mutants. Je pense qu'ils sont issus, ils sont comme nous. Ils ont bien entendu des sensibilités qui sont un peu différentes, mais ils sont comme nous. Ils sont juste le reflet de notre société, de notre civilisation. Si les journalistes sont anxieux, s'ils vendent ça, ils vendent des choses que les gens achètent. Les gens achètent de l'angoisse, c'est comme ça. Eux aussi, ils sont dans un marché économique. Moi, quand j'étais jeune président d'université, j'avais une des écoles de journalisme, donc je discutais avec les gens de l'école de journalisme, ils avaient besoin de la restructurer. Et puis, j'avais encore une espèce de naïveté où je pensais que les journalistes faisaient de l'information, qu'ils avaient un but éducatif. Donc, je discutais une fois avec le rédacteur en chef qui m'a dit « Monsieur Raoult, soyons sérieux, moi je vends du journal. Quand il y a l'OM, j'en vends 25% de plus. »
dans la Provence. Voilà. Et donc, ce que je vends, c'est ce que les gens achètent. D'accord ? Je ne suis pas là pour me substituer à l'État pour faire de l'information. C'est l'information, je ne sais pas qui c'est, mais nous, on vend de la presse. D'accord ? Donc, c'est peut-être cynique, mais ça mérite d'être compréhensible, ce que j'ai compris. Donc, c'est un reflet, un miroir, peut-être un peu déformant, mais c'est un miroir de ce que les gens veulent. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils sont attirés s'il y a un titre sanglant, s'il y a une peur, machin tout, les gens achètent ça parce que c'est ça qui les intéresse dans un truc. Si vous racontez dans la presse que des réussites scientifiques, techniques, etc., personne n'achètera le journal. Il faut être réaliste, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Finalement, est-ce que l'innovation, les deux moteurs, c'est la peur ou le rêve ? C'est-à-dire que finalement, comment est-ce que, pour pouvoir avancer, il faut faire peur ou il faut faire rêver en fait ? Je ne sais pas, si vous voulez, je doute qu'il y ait, je ne veux pas vous décevoir, mais je doute qu'il y ait une stratégie générale. Ce que je crois, c'est que, et je pense que c'est un des vrais problèmes de nos sociétés, ce qui est très difficile, c'est que je crois qu'il n'y a que dans les territoires vierges ou vides qu'il y a des pionniers. Voilà. Et donc il faut, dans les vieilles sociétés, il faut créer sans arrêt des espaces nouveaux pour pouvoir permettre aux jeunes, dynamiques, volontaires de s'engouffrer dedans. Alors, je crois qu'il y a un vrai... C'est la seule vraie structure. D'autre part, incontestablement, je peux vous dire sur la recherche, l'innovation, je ne sais pas le mesurer, mais pour la recherche, il y a eu, à la suite de ce grand truc du déclin américain, il y a 1 an et demi, Science avait fait une réflexion, puis qui a été reprise par Nature en disant, attendez, peut-être qu'on se trompe dans la manière de financer la recherche. Le modèle dominant que nous, on a adopté 20 ans après, au moment où on commençait à voir que ça ne marchait pas, qui a été très utilisé aux États-Unis, et qui est utilisé beaucoup en Europe, c'est le modèle sur projet. D'accord ? C'est le modèle de financement majeur, c'est le modèle sur projet. Nous, on avait un modèle de crédit récurrent. Alors, le modèle sur projet, les gens se sont rendus compte qu'actuellement, aux États-Unis, ça ne marche pas du tout. Ils sont en train de revenir du modèle sur projet. Je pense qu'on en reviendra aussi en France dans quelques années. Parce que le modèle sur projet, en réalité, c'est une illusion, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire on fait un projet quand on l'a déjà commencé, le temps qu'on envoie le projet, qu'il soit évalué, qu'on reçoive l'argent, le projet est terminé ou il est mort. Ou quelqu'un d'autre l'a fait. Parce que c'est comme ça, on est dans une compétition très élevée. Donc, on n'utilise jamais l'argent qu'on a eu pour faire ce pourquoi on l'a demandé. Donc, au bout d'un moment, il faudra bien que les gens soient lucides et qu'ils réalisent qu'on n'utilise pas l'argent à faire ce pourquoi on nous l'a donné, parce que si on le faisait, on ne ferait plus de compétition scientifique. On est à un niveau de compétition qui est bien plus élevé que la compétition sportive. C'est une compétition phénoménale. Donc le système des projets, en plus, permet une évaluation subjective qui est, voilà, vous voulez tuer un projet, vous dites « j'y crois pas ». Il est mort. Donc c'est une des raisons. Moi, je suis un très grand défenseur depuis 25 ans des évaluations objectives, c'est-à-dire quand un type dit « j'y crois pas », il faut voir à quoi il se compare. S'il a produit 10 fois moins de science que celui en qui il ne croit pas, peut-être qu'il faut pondérer son avis. D'accord ? Donc j'avais réussi à convaincre Claude Griselli. J'étais le premier à publier en France le nombre de citations des grands scientifiques français. Donc Claude Griselli avait adoré ça. Et donc on a été les premiers à acheter EasyWeb à Marseille quand j'étais président de l'université en 1998. Qui permet de savoir combien de fois un scientifique a été cité dans sa vie. Donc on voit tout de suite qui il est. Si quelqu'un qui a fait le centième de ça dit, écoutez, il est nul, il ne faut pas le croire. Quoi. Voilà. Donc il faut borner la subjectivité. Il faut qu'il y ait de la subjectivité, mais il faut un peu la borner. C'est-à-dire qu'il faut faire juger les gens par les pairs. Mais les politiques ont tendance à croire que les pairs, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'un chargé de recherche qui ne travaille plus depuis 20 ans, c'est mon père. Pas du tout. Je ne joue pas dans sa catégorie. C'est comme dans la boxe. On ne joue pas pareil tous. Donc ça, c'est une vraie question. Donc, et c'est extrêmement facile de dézinguer les gens sur les projets, tandis que sur la qualité scientifique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des marqueurs objectifs maintenant. Donc, les gens évaluaient ça, on dit maintenant comment on fait. Alors, le système qui est le plus développé, qui se développe maintenant à partir d'un foyer anglais, les Anglais ont un truc, ils n'ont pas du tout inventé l'ARS, qui est une usine à gaz qui a fini par dire 85% des équipes sont bonnes. C'est un truc, c'est pas vrai, quoi. Donc, mais là aussi, il fallait les border. Il fallait leur dire, vous ne pouvez pas choisir plus de 25% pour les très bons, et puis après 50% pour les moyens et 25% pour les très mauvais. Parce que là, ça ne coûtait pas plus cher de faire tout le monde bon, donc tout le monde trouvait 87% de bons pour ne pas vexer les copains. Donc, ce que font les Anglais, c'est tous les 4 ans, tous les profs envoient
leur production scientifique des 4 dernières années et les 3 papiers qu'ils préfèrent dans ce qu'ils ont fait. Et basé là-dessus, on finance les départements et les universités juste basés sur l'analyse des publications. Basé là-dessus. On ne les voit pas, on ne les rencontre pas, on regarde qu'est-ce que vous avez fait, et on estime ce qui est vrai à la marge, à part pour les créateurs qui nécessitent une autre évaluation, que la production à venir des 4 prochaines années est une dérivée de la production passée des 4 dernières années. Ce qui est vrai pour un laboratoire à peu près. Voilà. Ça, simplement, ça permet l'émergence. Et puis l'autre truc qu'ont mis en place les Chinois, moi ça m'a amusé, parce que j'ai eu pas mal de Chinois dans mon labo. Il y en a un, une fois, on a fait un papier dans Science, et il m'a dit, vous savez, si j'avais un papier comme ça, j'avais droit à une prime qui est l'équivalent du prix d'une maison. À moi, titre personnel. Comme les gens qui ont gagné médaille d'or aux Jeux Olympiques. Parce que faire un papier comme corresponding auteur dans Science ou Nature, c'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est pareil, hein, pas plus. Hein. D'accord ? Donc, là, l'incentive direct, c'est devenu un truc qui, effectivement, en Orient, est un truc qui est en train de brûler, c'est l'incentive direct. D'accord ? Donc, moi, j'avais vu un peu l'équivalent en Suisse. En Suisse, ils faisaient ça pour le sida. Ils disaient, voilà, on considère qu'on vous donne un budget qui correspond au prix d'une publication dans AIDS. Mais si vous publiez dans Lancet ou dans New England, on vous rajoute 20% de votre budget en plus, comme prime pour le labo, là, pas à titre personnel, parce que vous avez fait mieux que prévu. D'accord ? Donc c'était... Et là aussi, ça a été évalué, les produits, mais probablement que la créativité nouvelle et la créativité nouvelle dans le financement de la recherche est dans les mêmes endroits, mais c'est les produits qui ont les pays qui ont la plus grande poussée scientifique, qui ont les incentives directs liés à la production scientifique. Voilà, donc c'est une vraie, aussi, c'est un modèle économique, hein, c'est une vraie différence de perception. Donc maintenant, il y en a 3 qui sont le modèle sur projet, le modèle sur la production scientifique des 4 années précédentes, et le modèle sur le cash ou la dotation au laboratoire basée sur le résultat, sur la production scientifique. Peut-être une réflexion, ou en tous les cas, pas franchement une question. Tout à l'heure, on nous a dit il ne faut pas désobéir, il faut contourner. Quand on a un projet, c'est plus simple. C'était un petit peu votre message, hein, professeur Duvernard. Grosso modo, on veut faire quelque chose, on a une idée un peu géniale, on se construit son équipe, on va voir les gens qu'il faut. Ça ne marche pas forcément, on contourne. Il y a un machin. Vous n'avez pas le même message, là. Hein, vous dites, aujourd'hui, quand on fait l'analyse des choses, il y a des fois, il faut franchement désobéir, quoi. En tous les cas, désobéir, enfin, je l'ai compris comme ça, mais peut-être que j'ai mal compris votre propos. Désobéir au moins à un cadre de pensée clair, qui est d'une puissance effrayante, hein, par moment, et désobéir éventuellement à un mode de fonctionnement, quoi, habituel, pour essayer d'en mettre d'autres à la place. Alors, je me disais, dans le monde de la recherche, qui est un monde quand même très 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 particulier, quoi, hein, s'il n'y a plus que des désobéissants, est-ce qu'on va retrouver un équilibre quelque part ou pas? Alors c'est ma propre inquiétude, hein, celle qu'on achète dans les journaux, enfin moi je me l'achète moi-même, c'est bien. Mais c'est une vraie question que je me pose, parce que je suis persuadé, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que sans espace de liberté, sans des milliers de strates de réglementation successives qui sont dues à des phénomènes qui ne sont absolument pas du tout ceux qu'on imagine, on est sans doute là dans un chemin où la créativité peut se libérer. Mais l'absence de tout cadre, quand même, parfois aussi provoque un certain nombre de difficultés. Monsieur, d'abord, je ne crois pas du tout. Moi, je ne désobéis pas. Si vous voulez, je suis... Et d'ailleurs, je ne peux pas, parce que comme je suis très... je suis très actif, si vous voulez, le nombre de gens qui ont essayé de me dézinguer est assez important. Donc, si vous voulez, quand on se bat, vous savez, on ne peut pas s'amuser à ce genre de choses. Donc, je ne désobéis pas. Simplement, ce à quoi je désobéis, et qui est le problème prudentiel de notre monde, c'est à la surinterprétation des choses. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien, d'ailleurs, quand il ne peut rien, c'est ce que je vais faire, je vais abandonner, je ne le ferai plus. Non. Sur le reste, si vous voulez, non, c'est qu'à côté de ce qui est vraiment écrit, il y a la manière dont on interprète qui est vraiment opposable. D'accord ? Qui est vraiment opposable. Moi, je me rappelle, je suis devenu président d'université juste après la loi Sapin, qui nous rendait responsables sur nos propres biens, comme truc. Il y avait les présidents d'université étaient terrifiés. Alors, on commençait à manier des concepts qu'on ne connaissait pas, le délit de marchandage, machin tout, mais enfin, le temps est passé.
Écoutez, honnêtement, des présidents d'université qui sont allés en prison ou qui ont été poursuivis sur leur fonds personnel parce qu'ils avaient des trucs, il y a peut-être des gens qui ont pris de l'argent directement dans le truc, mais enfin, moi j'ai vu même des choses qu'on pourrait qualifier ailleurs d'abus de biens sociaux assez notables. Je n'ai jamais vu personne de poursuivi. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Mais après, la surinterprétation que vous avez quand vous avez un juriste à côté qui surinterprète les textes, je crois qu'il faut la mettre en balance de quel est le risque judiciaire auquel je m'expose, qui est un vrai risque, auquel il faut s'exposer. Bien entendu, il ne faut pas franchir cette ligne rouge. Après, la manière dont on interprète les textes, c'est une autre chose. Donc, vous savez que dans l'interprétation des textes, il y a quand même une très très grande latitude. Moi, j'ai la chance d'avoir un fils juriste, donc je discute beaucoup avec lui quand il y a des problèmes techniques. Donc la frontière est à large. Donc moi, je ne veux pas désobéir ni au fond, ni à la forme de la loi. Il y a, heureusement d'ailleurs, parce que je dis sinon l'IGAS m'aurait décanillé, je ne le fais pas. Donc on n'est pas, moi je ne désobéis pas, j'ai mon approche à moi, au contraire, mais je ne me laisse pas faire par les gens qui surinterprètent par crainte l'ensemble des documents, et ce qui se fait beaucoup dans l'administration. La deuxième chose, c'est que les chercheurs, c'est un grand mot, donc je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais dans la masse des gens qui font de la recherche, vous savez, la plupart des gens qui font de la recherche n'ont pas tellement de créativité. Ces gens font leur métier, on regarde ce qui se publie ailleurs, ils le reproduisent, et donc je sais que c'est quelque chose à quoi notre société renonce petit à petit, mais si vous voulez, les avancées sont liées au fait qu'il y a des gens qui sont créatifs, et qui ne sont pas seulement créatifs, parce que nous, on n'est pas des poètes, c'est-à-dire que il faut être créatif et ensuite il faut avoir la force, l'énergie de trouver quelque chose de nouveau. À chaque fois que vous trouvez quelque chose de nouveau, vous êtes emmerdé pendant 3 ans jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé la même chose que vous. Tant que vous êtes le seul à le dire, on n'est pas sûr que vous avez raison, quoi que vous ayez fait avant. Il faut avoir l'énergie, il faut résister, il faut organiser. On vit une société dans laquelle on doit être organisé, avec des gens qui sont avec vous. Donc tout ça, c'est un vrai métier, qui est un métier qui est rare. C'est-à-dire tout le monde est d'ailleurs probablement créatif très jeune. Moi, je trouve que tous les enfants sont créatifs. Et puis ça s'étiole avec le temps. Il reste peut-être, parmi les gens qui rentrent, qui font une thèse chez moi, il y en a peut-être 1 sur 20 qui, à 35 ans, a encore de la créativité. Donc, mais il fera de la recherche toute sa vie, surtout chez nous, parce que les post-chercheurs sont à vie. Il fera de la recherche toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est utile, mais c'est plus comme un ingénieur, si vous voulez, que comme un créatif. Et donc, ce qu'il faut, le vrai point, c'est que de temps en temps, vous avez quelqu'un qui est créatif, il peut vous bâtir un machin monstrueux. C'est comment ceux-là on les garde, comment on ne les décourage pas, comment on fait qu'ils ne partent pas aux États-Unis parce qu'à 30 ans, personne ne les laisse faire ce qu'ils veulent. La vraie stratégie, c'est celle-là. Mais c'est tellement antagoniste à la vision administrative, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la norme moyenne. Vous ne pouvez pas juger ça avec des comités qui ont été élus par des syndicats. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc tous les comités d'évaluation des instituts français de recherche sont tous des gens qui sont élus sur des listes, avec des syndicats et trucs. C'est pas comme ça que vous allez dépister, si vous voulez, les jeunes pousses qui vont faire de l'ombre, surtout quand ils sont jeunes, ils vont faire de l'ombre à ceux qui sont d'âge moyen et qui ne produisent pas, qui sont irrités. Donc c'est pas eux qui peuvent le faire. Donc à mon sens, la vraie seule question, c'est celle-là. Comment on protège les jeunes pousses, on ne peut pas prédire ceux qui résisteront, parce que la vie c'est compliqué, les ennuis parfois ça tue la créativité des gens. Mais comment est-ce que, quand on voit quelque chose, comment on le protège? Comment on fait que ça lui donne une chance de découvrir quelque chose? Voilà. C'est ça qui est compliqué. J'étais pas sur la désobéissance légale, désobéissance à un cadre de pensée, mais vous venez de répondre à travers. Enfin, votre réponse montre bien que vous êtes bien dans cela, quoi. Le cadre de pensée dominant n'est pas pour vous un cadre qui... Ah non, et je pense d'ailleurs, je regrette beaucoup que ce pays se ternisse, je le regrette beaucoup parce que les gens qui ont inventé ça, quand même les mecs les plus géniaux de la pensée du XXe siècle, c'est que les Français. Mais on a oublié ça, c'est-à-dire que les plus anticonformistes, c'est toute l'école française avec Foucault, Derrida, Bourdieu, Lacan, enfin les gens géniaux, enfin, les gens extraordinairement intelligents, qui étaient au pinacle, c'était le Collège de France. Je m'excuse, le Collège de France, actuellement, il n'y en a pas un qui a une pensée provocatrice, ouverte, et ceux-là ont influencé incroyablement la pensée mondiale, surtout aux États-Unis, enfin, plus qu'en France d'ailleurs. Mais, moi, mon fils qui est maître de conf en droit, on lui a jamais, maintenant il enseigne Foucault, mais on lui a jamais enseigné, on lui a jamais parlé une fois de Foucault, il n'y a que moi qui lui avais parlé, parce que c'est ma génération. En fac de droit, quand il est allé à Chicago, l'école, la meilleure fac de droit du monde, les types n'avaient que Foucault à la bouche. Donc, on renie cette capacité à remettre en cause les dogmes, qui est une invention française. Les Américains appellent ça la French Theory. Moi, je suis très français, hein. Je suis
Au contraire, simplement, il faut un peu plus nous refranciser, là, parce que c'est quand même les gens qui ont inventé ça, de ne pas croire à la théorie dominante, de ne pas croire au méta-récit, Lyotard. Ça, c'est la France qui a inventé ça. Hein.